Les titres principaux. L'Éthiopie demande au Conseil de sécurité d'exhorter l'Égypte et le Soudan à reprendre ses pourparlers tripartites sur le grand barrage de la Renaissance hydroélectrique. Le président tchadien Idriss Déby meurt alors qu'il rend des visites aux troupes de première ligne. Bienvenue chers téléspectateurs sur ABC, c'est moi Zalal Mourkana avec le journal. L'Éthiopie déclare que la voie à suivre pour les négociations sur le grand barrage de la Renaissance hydroélectrique est de demander au président de l'Union africaine, son Excellence le président Félix Tshisekedi, de convoquer la réunion du bureau de l'Assemblée de l'Union africaine dans une lettre adressée au Premier ministre du Soudan, son Excellence M. Abdallah Hamdok. Son Excellence le Premier ministre Abiy Ahmed, en réponse à la lettre de son Excellence le Premier ministre Abdallah Hamdok, en date du 13 avril 2021, a déclaré que supposer que le processus de négociation était un échec n'est pas juste, car nous avons vu des résultats tangibles dans la signature de la déclaration de principe et de la création du groupe national indépendant de recherche scientifique et des travaux de relations avec le calendrier de remplissage basé sur les étapes. Si les parties négocient de bonne foi, les résultats sont à notre portée, dit la lettre, et l'Éthiopie croit toujours que la meilleure façon d'avancer est de poursuivre la négociation trilatérale dans le cadre du processus dirigé par l'Union africaine pour parvenir à un résultat gagnant-gagnant. L'Éthiopie a appelé les membres du Conseil de sécurité des Nations Unies à exhorter l'Égypte et le Soudan à reprendre les négociations tripartites sur les premiers remplissages de l'exploitation annuelle du grand barrage de la Renaissance éthiopien et de respecter le processus dirigé par l'Union africaine. Dans une lettre adressée à l'actuel président du CSNU le 16 avril 2021, le vice-premier ministre éthiopien et ministre des Affaires étrangères Damaka Makonnen a rappelé que le processus dirigé par l'Union africaine avait bénéficié du plein soutien du Conseil de sécurité de l'ONU sur la base des principes et de complémentarité et dans l'esprit de trouver les solutions africaines aux problèmes africains. La lettre soulignait également les femmes engagements de l'Éthiopie à l'égard de la déclaration de principe signée par les dirigeants des trois pays et noté que l'Égypte et le Soudan reniaient leurs engagements qu'ils avaient pris en vertu de la déclaration. L'Éthiopie appelle sa diaspora à apporter son soutien financier au cours de la deuxième activité de remplissage de l'eau sur le grand barrage de la Renaissance. La diaspora éthiopienne et les ressortissants éthiopiens ont fourni jusqu'à présent 50 millions de dollars américains pour réaliser la construction du projet phare de leur pays. Matasebe Oldargay nous présente les détails. Les Éthiopiens au pays et la diaspora éthiopienne ont joué un rôle central depuis le début du grand barrage de la Renaissance éthiopienne en fournissant un soutien financier et moral. Ils ont également élargi leur rôle par le biais d'efforts diplomatiques pour mener à bien le projet de barrage hydroélectrique Méga Hydro en Afrique de l'Est, le grand barrage de la Renaissance éthiopienne. የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ለዲያስፖራ አንድ የአገር ህልውና መገለጫ አድርገን ነው የምናስበው። Nous, la communauté de la diaspora éthiopienne, considérons le grand barrage comme un projet existentiel de notre nation. Chaque membre de la diaspora a plus besoin de voir le projet se réaliser bientôt, de fournir de l'énergie et de provoquer des changements économiques dans la nation et la région. Il y a des membres qui ont contribué jusqu'à 150 000 dollars au départ. Après l'achèvement de ce méga-projet, chaque diaspora a besoin de voir ses avantages socio-économiques.
Nous, la communauté de la diaspora éthiopienne, considérons le Grand Barrage comme un projet existentiel de notre nation. Chaque membre de la diaspora a plus besoin de voir le projet se réaliser bientôt, de fournir de l'énergie et de provoquer des changements économiques dans la nation et la région. Il y a des membres qui ont contribué jusqu'à 150 000 $ au départ. Après l'achèvement de ce méga-projet, chaque diaspora a besoin de voir ses avantages socio-économiques. ዲያስፖራው የራሱን አሻራ መጣል አለበት ብለን እናምናለን። ዲያስፖራ ያንን መጨረስ አለበት። Depuis le début du projet, les Éthiopiens et les origines éthiopiennes de la diaspora le soutiennent avec des efforts financiers, d'idées, moraux et autres. En outre, ils travaillent sans relâche pour soutenir et défendre la construction du Grand Barrage. Nous célébrons actuellement son 10e anniversaire. Les diasporas éthiopiennes ont apporté un soutien financier de plus de 50 millions de $ pour construire le barrage au cours des 10 dernières années. Des efforts sont nécessaires pour accroître le soutien financier de la diaspora éthiopienne afin de maximiser la récente performance globale de construction de 79% du grand barrage de la Renaissance. Le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed a annoncé que le deuxième remplissage du barrage የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ሁለተኛ ዙር ውሃ አሞላል የሞት የሽረት ነው። La deuxième activité du remplissage en eau du barrage est très sensible et sérieuse. Tout le monde doit la gérer à bon ancien jusqu'à l'achèvement du barrage. Nous sommes optimistes par la position récente du gouvernement sur le barrage. Ainsi, nous devons étendre notre soutien financier. ሰዎቻችን መስዋዕትነት ከፍለው ያልኩ 79% ድረስ አድርሰውታል። ቀሪው Nous, la communauté de la diaspora éthiopienne, croyons que nous devons écrire l'histoire en finalisant la construction du GER. Notre famille a payé des sacrifices et construit 79% de ces méga-projets. La phase de construction restante de ce projet est notre part. Nous avons mis notre empreinte digitale sur la génération à venir. Nous devons préparer une histoire à raconter à nos enfants. Je pense que la collecte de fonds et le travail diplomatique sont le principal effort que je dois faire. J'espère que le financement de ce projet phare est l'activité la plus réalisée. La deuxième phase du remplissage du réservoir du grand barrage de la Renaissance éthiopienne serait effectuée au cours de la prochaine saison des pluies. Lorsque le grand barrage sera pleinement opérationnel, il fournira un accès électrique à plus de 65 millions d'Éthiopiens. La prochaine saison des pluies. L'ambassadeur d'Éthiopie au Soudan, Ibeltal Amero, a eu des entretiens avec le chef de la mission de l'IGAD au Soudan, Ousmane Hassan Belal, sur les questions régionales d'intérêt commun. Au cours de la discussion, l'ambassadeur Ibeltal a informé Ousmane Hassan Belal de l'évaluation des questions sur la frontière avec le Soudan ainsi que les processus de négociation du barrage du grand barrage de la Renaissance éthiopien. L'ambassadeur Ibeltal a réaffirmé que l'Éthiopie était prête à soutenir l'IGAD dans ses efforts pour jouer un rôle constructif dans des promotions de la paix et de la sécurité dans la région. Ousmane Hassan Belal a pour sa part remercié l'ambassadeur pour son exposé et indiqué que l'IGAD suivait de près ces développements régionaux avec un vif intérêt. Le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères Dammaka Makonnen s'est entretenu avec le commissaire de l'Union européenne chargé de la gestion de crise, l'ambassadeur Janez Lenarsis, sur diverses questions. Les deux parties ont eu des discussions sur les efforts louables que le gouvernement a entrepris jusqu'à présent et sur les moyens d'atténuer les défis dans les fournitures du soutien humanitaire aux personnes touchées dans la région de Tigray. L'ambassadeur Nenarsis a salué l'accord de la Commission éthiopienne des droits de l'homme et de l'ONU pour enquêter conjointement sur les violations présumées des droits de l'homme dans la région et a apprécié l'annonce du retrait des troupes érythréennes. Dammaka a déclaré que le gouvernement poursuivait ses consultations sur la question tandis que la quête d'accès aux équipements de communauté pour les partenariats humanitaires dans la région serait traitée par les lignes directrices qui ont été récemment distribuées à ce sujet.
Un groupe de réflexion au Royaume-Uni a déclaré que les fausses déclarations sur les conflits du Tigray nécessitaient un exemple plus large. Cela justifie la façon dont le conflit du Tigray a été mal rapporté par divers médias. BT Soussiaret nous présente les détails. Le principal groupe de réflexion britannique sur la défense et la sécurité, le Royal United Service Institute, affirme que les récits actuels du conflit du Tigray nécessitent une perspective plus large et une compréhension des divers intérêts en jeu en Éthiopie. Les auteurs Anne Fitzgerald et Hugh Siegel justifient la façon dont le conflit du Tigray a été mal rapporté par divers médias. Bien que le conflit ait été déclenché par une attaque planifiée par le Front de libération du peuple du Tigray contre les avant-postes militaires du commandement nord des forces armées fédérales éthiopiennes en novembre dernier, pourtant sur les médias sociaux, les guerriers du clavier ont travaillé dur pour présenter l'action du TPLF comme une défense, attaque préventive, pour contrer la prétendue menace artificielle d'un assaut combiné par l'Éthiopie et l'Érythrée, mentionne-t-il. En outre, les médias ont rapporté comme si de graves allégations de génocide étaient également faites, ainsi que des allégations selon lesquelles les troupes érythréennes auraient commis des actes de violence sexuelle. Certains affirment cependant que l'attaque militaire non provoquée du TPLF contre les troupes fédérales impliquait la fabrication illégale de faux uniformes érythréens dans les usines du Tigray. Le gouvernement fédéral a pour sa part annoncé que des dizaines de milliers de réfugiés érythréens dans les camps régionaux et plus de 10 000 prisonniers détenus par le TPLF dans les prisons sont toujours portés disparus, affirment les auteurs. Le groupe de réflexion déclare en outre que les responsables d'Addis Abeba soulignent que les rapports des médias continuent d'ignorer de nombreuses réalités au sol. Celles-ci incluent le puissant effet d'un réseau de renseignement autoritaire enraciné, 1 sur 5 ou une personne sur 5 est un espion du gouvernement du Tigray, un système de contrôle marxiste-léniniste développé en 2005 après que le Front démocratique révolutionnaire du peuple éthiopien n'assiège Addis Abeba aux élections fédérales. Alors que les deux récits sont aux antipodes, les médias occidentaux semblent avoir choisi son camp, dépeignant le TPLF comme un outsider et un État largement crédule de son message, a-t-il indiqué, alors que certains acteurs extérieurs se sont précipités vers le jugement, accusant le gouvernement éthiopien de génocide et d'avoir enrôlé une armée étrangère pour neutraliser l'opposition provinciale. La réalité est sûrement plus complexe. Un examen indépendant, intellectuellement médico-légal, des faits nécessaires de toute urgence. Parlant du différent frontalier éthiopien, les auteurs rappellent aux lecteurs que l'armée soudanaise a envahi et déplacé des agriculteurs éthiopiens d'une communauté frontalière contestée, tandis que la rhétorique anti-éthiopienne de l'Égypte devient de plus en plus belliqueuse. Le Caire avertissant Addis Abeba que sa domination historique non partagée d'une île, les eaux ne sont pas négociables. En travaillant ensemble, l'Égypte et le Soudan ont mené une rare démonstration de puissance aérienne conjointe quelques jours seulement après le début du conflit au Tigray. La deuxième partie de l'exercice, baptisé Nile Eagle, a eu lieu quelques jours seulement avant le début de nouvelles discussions sur le jet le 6 avril. Ces pourparlers ont échoué et l'impasse s'est poursuivie. Les auteurs conseillent que si les puissances occidentales ont des préoccupations légitimes et honnêtes au sujet de la stabilité régionale, en plus de leur intérêt économique, ils ne devraient pas se précipiter pour porter un jugement sur le conflit en cours au Tigray. Au lieu de cela, ils devraient faire des efforts pour renforcer et s'engager avec l'État fédéral démocratique éthiopien qui a déjà engagé des réformes sociales et politiques nationales et clairement disposé à s'engager dans des négociations raisonnables sur le GER. Cela offre la meilleure chance pour la Corne de l'Afrique de prospérer, ne pas le faire pourrait entraîner une résurgence de l'instabilité qui n'exclurait peut-être pas les incursions menées par Al-Shabaab et la montée de nouveaux démagogues dans la région. Concernant l'intervention américaine qui veut s'associer à Addis Abeba, à l'avenir, elle devait contribuer à désamorcer la lutte médiatique. Il devait s'associer à l'Union africaine pour aider à négocier une solution équitable et reproductive à la crise de l'eau avec l'Égypte et le Soudan, ont-ils suggéré. Des manifestations ont eu lieu dans différentes villes de l'État d'Amara en Éthiopie, condamnant les meurtres ethniques du peuple Amara. Les immenses rassemblements ont demandé au gouvernement de mettre fin aux attaques
identitaire au meurtre et au déplacement du peuple d'Amara à travers le pays. Des jeunes, des femmes et d'autres habitants ont pris part aux manifestations organisées dans les villes de Bahardar, Dassé, Waldia et Debre Marcos. Les manifestants ont demandé au gouvernement d'arrêter immédiatement les massacres en cours des Amaras, leurs déplacements et les destructions de leurs biens. Les partis d'opposition éthiopiens suggèrent de reporter l'inscription des électeurs pour les prochaines élections nationales car le nombre d'électeurs inscrits est un coup dur. Les partis politiques en concurrence ont également annoncé que les activités de promotion qu'ils entreprenaient dans les médias des masses étaient fructueuses. Voici le reportage de Metasibe Oldarge. Il ne reste que 3 jours pour la date limite d'inscription des électeurs pour la 6e élection nationale en Éthiopie, prévue pour juin 2021. Cependant, les électeurs qui ont pris des cartes pour voter sont bien moins en dessous des estimations et cela semble poser un défi lors de l'élection. Par conséquent, certains partis politiques se présentant aux élections de 2021 suggèrent de prolonger les jours d'inscription des électeurs. Le Parti social-démocrate éthiopien Beyene Petros affirme que si l'inscription des électeurs ne s'est pas bien déroulée, il est impossible de mener l'élection comme prévu. Dans le processus électoral, la question clé est de prendre une carte électorale. Si ce processus n'a pas pu être mis en œuvre correctement et si les électeurs ne récupèrent pas leur carte électorale en temps voulu, je suppose qu'il n'y aura pas d'élection. Par conséquent, s'il n'est pas possible de donner une réponse urgente à ce problème, je dis que l'inscription des électeurs devrait être reportée. Membre du comité exécutif du Parti des citoyens éthiopiens pour la justice sociale, Girma Seifou, a pour sa part souligné que des délais d'inscription supplémentaires doivent être accordés aux électeurs, étant donné le scénario actuel de faible nombre d'inscriptions électorales. Sur la base du scénario actuel, nous avons la preuve qu'il existe plusieurs bureaux de vote en dehors d'Addis Abeba qui n'ont pas encore été ouverts. Nous pensons donc qu'un délai d'enregistrement supplémentaire devrait être accordé. De notre côté, y compris le chef du parti et certaines personnalités renommées du parti, nous avons fait de notre mieux pour encourager les électeurs à prendre les cartes électorales. Les partis ont également apprécié la couverture médiatique des campagnes électorales de tous les partis. Contrairement aux autres saisons, cette saison électorale, la campagne électorale sur les médias se déroule d'une manière sans précédent dans la mesure où je ne peux pas faire de critique à ce sujet. Tous les partis ont eu de temps d'antenne dans les médias. Je sais que mon parti, par exemple, a environ 76 sessions d'antenne. Nous déployons donc des efforts pour utiliser efficacement cette opportunité pour envoyer nos messages à la radio et à la télévision aux électeurs. Les partis d'opposition ont appelé les électeurs à récupérer leurs cartes électorales plus tard pour décider pour quel parti voter. Les partis d'opposition en Éthiopie s'engagent à travailler pour un amendement ou un changement constitutionnel s'ils sont élus. Les partis politiques du pays en liste pour la 6e élection nationale tiennent actuellement des débats sur la constitution éthiopienne en vigueur et le système fédéral. Le président du parti ENA, Saïf Selassie Ayaleo, a déclaré que la constitution actuelle avait besoin d'un amendement important, mais que tout sera fait après des discussions avec le grand public. Tesfaye Teshome de All Ethiopian Unity Party soutient cependant que la constitution actuelle n'est pas le résultat de la participation du public. Adam Farah du Parti de la Prospérité a pour sa part déclaré que le Parti de la Prospérité poursuivra la mise en œuvre de la fédéralisme constitutionnel actuel, mais la mise en œuvre sera différente de l'ancien régime du TPLF. L'Éthiopie est actuellement aux prises avec plusieurs problèmes et le temps nous dira si les prochaines élections auront un impact sur la résolution de tels problèmes. Et pour conclure le journal, le président de longue date du Tchad, Idriss Déby, est décédé de suite de blessures subies sur la ligne de front dans le nord du pays, où il s'est rendu pour rendre visite aux soldats combattants des rebelles
ont indiqué les forces armées. Déby, 68 ans, vient de souffler de sa dernière défense de la nation souveraine sur le champ de bataille ce week-end, a déclaré le porte-parole de l'armée, le général Azem Baïman-Douaou, à Gouana. Dans un communiqué du mardi à la télévision d'État, un jour après que Déby a été déclaré vainqueur de l'élection présidentielle. L'armée a annoncé que l'Assemblée législative et la Constitution avaient été dissoutes. Je vous rappelle les titres principaux. L'Éthiopie demande au Conseil de sécurité d'exhorter l'Égypte et le Soudan à reprendre les pourparlers tripartites sur le grand barrage de la Renaissance hydroélectrique éthiopien. Le président tchadien Idriss Déby meurt alors qu'il rendait visite aux troupes de première ligne. Chers téléspectateurs, ainsi s'achève le journal. Merci de nous avoir suivis. Excellente suite de programme.